Eh bien, bah, écoute, je suis très contente qu'on fasse cette émission qu'on a programmée déjà depuis un petit moment. Oui, Et on a oui, déjà fait une émission ensemble hein, où tu parlais essentiellement de ta biographie et notamment de l'amour. Et tu avais parlé aussi eh ben, des événements que tu avais vécus dans ta vie et apprendre à écouter les blessures qu'on a incorporées et qu'il y a lieu de guérir avec oui, l'écoute de soi. oui. Et là, tu nous proposes ce soir ben, d'entrer dans un monde très souvent rencontré dans notre société d'aujourd'hui, puisqu'il s'agit du monde d'Alzheimer, qu'on Oui. ne va pas appeler la maladie d'Alzheimer, mais peut-être l'univers d'Alzheimer ou le monde ou le phénomène, ou je ne sais pas. Tu vas nous parler de tout ça. Et Mhm. donc, c'est vraiment un grand sujet parce que je crois qu'on pourrait parler d'épidémie. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ce mot d'épidémie, même si c'est pas une contagion avec des bactéries ou des virus ou des microbes, mais c'est une épidémie dans la société. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, c'est vraiment un phénomène qu'on ne peut plus ignorer et qui est là pour nous dire quelque chose, certainement. Et on a à apprendre des choses de tout ça. On va parler de ça, oui. Voilà, voilà. Et je suis d'accord de moi, j'utilise pas le terme maladie non plus. D'ailleurs, le livre que j'ai écrit sur le sujet s'appelle Murmurer au cœur Alzheimer. Donc pour moi, ce sont des voilà des êtres humains, c'est des rencontres d'humain à humain qui se fait. Et, voilà. Donc Je crois le que j'ai cœur mis ma Alzheimer, je caméra. trouve ça beau. Je crois que j'ai mis ma caméra en miroir et donc c'est une erreur. Voilà, j'ai enlevé pour pouvoir. Voilà, c'est mieux. Ah, d'accord. Voilà, Super. murmurer au cœur d'Alzheimer. Et tu parles beaucoup de murmures, justement, on va évoquer tout ça. Tu parles aussi beaucoup de chant, tu parles aussi beaucoup du verbe être que tu mets vraiment en exergue dans ce livre. Tu donnes des conseils pratiques, c'est très pratico-pratique tout en étant fondé sur une observation du réel. Donc on va parler de tout ça si tu le veux bien. Oui, Euh, absolument. comment ça t'est venu de t'intéresser à ce phénomène Alzheimer? Alors, c'est très particulier mon histoire parce que je dois dire que c'est la vie qui m'a propulsée dans ce milieu-là. Je n'avais jamais imaginé, envisagé, projeté quoi que ce soit. Et un jour, j'avais donné un atelier chant dans un congrès qui avait rien à voir avec ça, un congrès de biodanza, sur le chant comme un outil de caresse à soi et à l'autre, une caresse affective. Et il y avait une personne qui travaillait avec les personnes Alzheimer qui a fait mon atelier, puis qui m'a dit, Florlise, il faut que tu viennes apprendre le chant caresse aux soignants en Suisse qui travaillent avec Alzheimer. Donc moi, dans ma tête, je suis habituée de donner des cours, des stages de chant, ça restait un peu dans la même lignée. Mais en fait, j'avais pas compris que c'était vraiment qu'il voulait que je forme les gens à utiliser le chant. Mais c'est là que j'ai réalisé en fait que c'était pas que le chant, c'était la pointe de l'iceberg et qu'il y avait autre chose, mais que j'arrivais pas à nommer à ce moment-là. Et donc, pour faire une longue histoire courte, en tout cas, j'ai trouvé un EHPAD en France à l'époque qui m'a laissé carte blanche pour venir explorer ce que je voulais explorer, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire avec le chant caresse avec les personnes Alzheimer. Donc, je suis rentrée dans un EHPAD pour la première fois de ma vie. J'avais jamais rencontré de personnes Alzheimer. Je n'avais jamais accompagné de grands-parents vieillissants. Donc, j'étais vierge de toute empreinte, en fait. Et j'en ai fait une force. Et donc, je me suis retrouvée auprès d'eux avec effectivement ma capacité à chanter, mon désir de chant, mais avant tout mon désir de connexion profonde et de rejoindre les personnes à un endroit, de rencontres humaines que j'ai pu après nommer, hein, parce qu'au départ, c'était sans mots tout ça, mais pour aller nourrir une dimension de présence et de lien voilà, qui est ça le plus beau en nous, en eux et en nous. Et donc, j'ai commencé à faire mes expériences et à chercher. Et en fait, dès le premier jour, j'ai vu que tout ce que je savais faire en chant avec des personnes valides, normales, qui venaient me voir, plus rien de ça fonctionnait, que je devais faire table rase et repartir à zéro. Et c'est avec cette attitude-là de novice complète, mais de chercher avec mon attention, avec ma tendresse, chercher un pont avec eux, avec ma créativité, mon audace, que j'ai commencé à développer toutes ces compétences, cette expertise que j'ai après modélisée, je me suis auto-modélisée, que j'ai commencé à transmettre, à donner des formations. Mais je suis partie de rien, en fait.
Tu as fait Et un vrai travail d'observation et de recherche alors. de recherche et d'expérimentation, donc de voir qu'est-ce qui fait que la personne va pouvoir s'ouvrir et vivre un très beau moment de rencontre humaine. Et la première clé que j'ai conscientisée, quand les gens me disaient, mais Fleurlise, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour avoir autant de résultats? Et je ne l'avais pas mentalisé et je me suis entendue répondre, je cherche la porte d'entrée. Je cherche la porte d'entrée pour rejoindre ces personnes-là. Et donc, ça se sent, en fait, ils sentent que je cherche à les rencontrer, que peut-être que je ne trouve pas tout de suite, mais il y a cette énergie qui se sent. Et donc, ben voilà, après, j'ai modélisé et puis j'ai développé ça, j'ai fait un documentaire, j'ai écrit un livre. Alors que j'ai vu un documentaire, et je dois dire, je ne suis pas extrêmement chialeuse, comme on dit, mais là, franchement, j'ai pleuré en regardant ce documentaire parce que, justement, tu parles de résultats. Et est-ce que tu pourrais formuler les résultats que tu escomptes lorsque tu pratiques, lorsque tu vas dans ces rencontres avec les personnes atteintes du phénomène Alzheimer? Alors, c'est vrai qu'on m'a jamais posé la question en ces termes, en termes de résultats. C'est parce que tu as employé le mot, justement, quand on te dit absolument. comment tu fais pour avoir des résultats. Oui. Le résultat, c'est qu'il y a un moment de connexion humaine forte et ça se sent. Il y a un moment de communion, il y a une personne qui avait plus accès à la parole, qui commence à dire quelques mots, quelqu'un qui était dans une sidération sans émotion, qui retrouve l'accès à l'émotion, quelqu'un qui est absent et qui devient présent dans le regard, qui ne bouge plus, qui tend la main, plein de petites choses en fait, c'est plein de petites choses et que si on les voit pas et que si on les célèbre pas, on passe à côté. Et donc on va parler dans ton titre, c'est qu'est-ce que nous disent les personnes Alzheimer, qu'est-ce qu'elles nous disent, elles nous disent, qu'est-ce qu'on peut leur apporter et qu'est-ce que cela peut nous apporter d'être en lien différemment avec les personnes Alzheimer, parce que j'ai été énormément nourrie et transformée de cette rencontre. Je dis toujours que ça a été mes travaux pratiques d'amour inconditionnel. Ça peut être d'autres. Parce que ça demande, là encore, hein, c'est un peu comme faire cette émission ce soir avec les problèmes techniques, ça demande d'être un petit peu obstiné dans l'objectif qu'on se donne, parce que il doit y avoir des embûches aussi, il doit y avoir des moments où, je sais pas, qu'est-ce que tu ressens? Oui, quand tu absolument. D'entrer en contact, de murmurer auprès d'une personne qui est dans son monde Alzheimer. Oui, absolument. Dans ce mot murmure, c'est pour ça que je l'ai donné en titre aussi, il y a la quintessence de l'approche. C'est-à-dire dans le concept de murmurer, il y a bien sûr le fait de baisser le ton de la voix, ralentir, mettre de la chaleur. Ça met de l'intimité, en fait. C'est une rencontre intime auquel je convie les personnes et que grâce à la maladie d'Alzheimer, on peut aller dans un niveau d'intimité très grand et souvent que si c'est un proche qu'on n'a jamais eu avant. Et c'est pour ça que j'aimerais aussi parler de certains témoignages de proches aidants qu'on m'a fait, parce que moi, je ne suis pas proche aidante d'une personne Alzheimer. Donc, déjà, je peux donner un exemple à 2 ans. Plusieurs personnes, et j'en témoigne dans le livre, et même j'ai encore aussi un témoignage d'un homme avec qui on pourra montrer une photo éventuellement après, me disent que c'est grâce à la maladie d'Alzheimer de leurs proches qu'ils ont développé une autre relation, souvent de tendresse. Je pense que la maladie d'Alzheimer nous convie beaucoup à la tendresse, à devenir des berceaux de tendresse, à aller chercher en nous les trésors, les puits de tendresse que nous sommes. Parce que moi, je ne savais pas que j'avais toute cette tendresse en moi, et c'est eux qui me l'ont révélé. Parce que j'avais effectivement un cœur pur dans le sens que je voulais les rejoindre. Je partais de rien, j'avais aucune compétence. Et je voyais que les gouttes de tendresse que je donnais étaient reçues au centuple. On dit de donner au centuple, mais là, c'était reçu au centuple. Et que du coup, moi, c'était waouh, ma tendresse, elle est reçue parce que pour que l'amour circule, je le donne, mais il faut qu'il soit reçu aussi. Et donc, qu'il soit reçu, c'est un immense cadeau. C'est un immense cadeau. Et donc, moi qui ai chanté sur scène, chanté à l'Olympia, j'ai chanté à l'ONU, plein d'endroits, c'est dans les yeux des personnes Alzheimer que j'ai été le plus vue et écoutée et entendue. Quand je chantais en leur tenant la main,
C'était quand même très réjouissant quand on a quelque chose à donner et qu'on constate que la personne à qui on destine notre offrande la reçoit et la reçoit en grandissant en elle. Ça nous fait 10 fois plus grandir aussi. Absolument, absolument. Moi, des fois, j'allais voir des personnes qui avaient aussi Alzheimer, Parkinson, en tout cas un cumul de plusieurs choses, et qui, notamment cette femme auquel je pense, qui ne bougeait plus, elle n'avait que son regard, ne parlait pas, etc. Et donc son mari, qui venait la voir régulièrement, me disait, on ne peut plus rien, on ne peut plus communiquer, il n'y a plus rien. Et je me dis, mais non, il n'y a pas plus rien. Il y a le regard. Alors justement, ouais. Le regard, et on la voit dans le petit diapo qu'on va regarder après, une beauté, un émerveillement. Moi, je disais, des fois, je leur disais, on devrait payer pour venir s'abreuver à votre regard, tellement il est beau, il est présent, il est plein d'amour, il est plein de joie. Moi, je me nourrissais dans leur regard. De beaucoup d'entre eux. Après, on va parler aussi des autres cas Alzheimer, des fois les personnes qui sont plus violentes, qui sont plus dans les résistances. On va voir, c'est aussi une autre façon de faire avec ces personnes-là. Mais souvent, il y a un attendrissement. Il y a, les cuirasses de protection tombent et ils peuvent vivre enfin des choses qu'ils n'ont jamais vues. Si en face, ils ont les personnes pour pouvoir aussi l'accueillir et le nourrir. Ah, voilà, quelqu'un nous dit. Voilà, quelqu'un, Fabienne, qui dit « Ma mère atteinte d'Alzheimer, cela a été le seul moment où j'ai pu lui toucher la main et qu'elle l'accepte. » Et ça, justement, je voulais te demander, Fleurlys, toi qui a beaucoup côtoyé, qui côtoie beaucoup ces personnes et l'expérience qu'elles vivent dans cette bulle d'Alzheimer, quelle compréhension tu as de la maladie? Alors, pas au niveau neurologique et tout ça, parce que ça, bon, je suppose que c'est pas ça qui va nous intéresser, mais comment une personne, qu'est-ce qu'elle veut se dire à elle-même ou qu'est-ce qu'elle dit au monde en se réfugiant ou en allant faire l'expérience de cette maladie? Ben moi, ce que je vois, c'est que dans la maladie d'Alzheimer, on parle de perte cognitive, après perte motrice, perte d'autonomie. Donc, c'est le monde de la perte de mémoire, etc. Et je pense qu'elle nous invite, elle nous convie à trouver les cadeaux dans la perte. Oui. Grâce à cette perte, moi, ce que je dis, donc la maladie d'Alzheimer notamment, il n'y a plus le rationnel. Okay, donc, on doit trouver un autre mode de communication qui ne se fonde plus là. On est obligé, ça passe pas là. Ils se rappellent de rien, on peut avoir des fois il y a la parole confuse. Ils nous obligent, ils nous permettent de rentrer dans un mode de communion, de relation, de cœur à cœur, d'âme à âme, de rajouter du contact physique là où il n'y a plus de parole. Des fois, ça va être le contact physique, un regard, un chant, un murmure, juste une présence silencieuse. Il nous invite à ralentir, à être dans le moment présent, parce que le passé n'existe plus. Ou des fois, il va revenir par petits bouts, puis même encore. Ils peuvent pas comprendre 36 000 paroles, donc c'est de parler peu, c'est de regarder, c'est d'être dans l'instant et il nous invite à l'amour inconditionnel. Parce que on pourrait dire, qu'est-ce qu'il y a? Il reste plus rien. Mais non, c'était Christiane Singer qui disait quand il ne reste plus rien, il ne reste que l'amour. Et quand on parle là pour les personnes Alzheimer, mais ça pourrait être étendu à toute personne vulnérable. Moi, je pense que tout être humain doit apprendre à prendre soin de personnes vulnérables pour compléter son humanitude. Parce que moi, j'ai la sensation que cette expérience Alzheimer, elle pourrait être l'occasion pour des personnes qui n'ont pas écouté leur enfant intérieur de le faire. C'est-à-dire qu'il y a comme une espèce de dissolution de l'éducation, de la politesse, de ce qu'on appelle le surmoi en psychanalyse, et que là, tout à coup, progressivement, tout ce qui n'a pas pu être entendu dans la vie rationnelle de l'adulte, dans la vie professionnelle, tout à coup, ça prend une place immense. Et en fait, il y a quelque chose de l'enfant qui apparaît et qui peut permettre une rencontre d'une autre manière, justement. Est-ce que tu vois ça de cette manière ou pas, toi? Oui, absolument. Et moi, ça m'a beaucoup aidé à les accompagner, à voir les enfants blessés de ces personnes-là et de voir la soif d'amour, d'attention, de douceur que la plupart n'ont jamais reçue. Et que ça peut être
l'occasion qu'ils la reçoivent et que nous la donnions, que nous allions chercher notre partie tendre. Et comment, effectivement, faire en face de quelqu'un qui… parce qu'il y a des changements de personnalité très forts parfois. Quelqu'un qui a… Une femme qui a dit oui, qui a été docile toute sa vie, à un moment donné, on voit son mari péter, et puis là, elle dit non quand elle veut, etc. Donc, il y a une libération. Et d'autres qui ont été anxieux toute leur vie, qui trouvent enfin la paix, la joie. D'autres qui n'ont jamais touché, qui vont devenir tactiles. D'autres qui ont toujours dit oui, qui vont dire non. Et voilà. Et donc, ça aussi, il y a des cadeaux. Parce que moi, il y avait un monsieur, j'allais l'inviter plusieurs fois à venir nous rejoindre dans une activité de contact et de tendresse. Puis, il me disait non. Et donc, une première fois, une deuxième fois. Et la troisième fois, je lui ai dit, mais écoutez, je vous remercie. Je vous remercie de me dire non. C'est quelqu'un qui avait plus accès à la parole. C'était juste le non qu'il savait dire. Et il s'est arrêté parce qu'en plus, il déambulait. Mais quand je l'ai validé, sincèrement, j'ai dit, je vous remercie de votre nom. J'ai dit, j'aurais aimé que vous soyez mon professeur quand j'étais plus petit. Puis là, il fait ça. On dit qu'ils ne comprennent pas, hein, mais il fait ça en dire, qu'est-ce que vous me dites? J'ai dit oui, parce que moi, quand j'étais petit, je disais oui alors que j'avais envie de dire non. Je n'avais pas appris à dire non. Et vous me montrez. C'est ça. Et moi, c'est bien cette impression que j'ai. C'est tout ce qu'on a appris à refouler. Là, tout à coup, ça a été stocké à l'intérieur. Et l'expérience d'Alzheimer permet d'éclater toutes ces cloisons-là. D'éclater toutes ces cloisons, exactement. Moi, je l'ai pas écrit dans mon livre parce qu'il fallait que j'enlève des pages. Et puis, il y avait un témoignage qui était un peu sensible, mais que je peux dire à l'oral, c'est que moi, je vois aussi des blessures d'abus remonter, oui. Voilà, tout ce qui est non traité de l'enfance. Et moi, il y a eu un moment de guérison d'un abus sexuel sur le lit de mort, où c'est sorti, où j'ai accompagné ça, j'ai permis à la personne de libérer par l'énergie, le mouvement, le regard. Moi, j'ai mis des mots là-dessus et je me suis dit, à l'aube de sa mort, elle a pu prononcer le mot abuseur. Tu te rends compte? Abuseur. C'est bien évident que toutes ces interdictions d'être soi sont probablement en partie causées par des traumatismes d'abus de pouvoir, alors sexuels ou d'abus d'autorité ou d'abus de toutes sortes, et qu'évidemment il y a une espèce d'inhibition du moi là qui à un moment ne tient plus avec cette expérience. Tout à fait. Et autre chose aussi, ils peuvent nous déboussoler, comme on dit, c'est-à-dire que souvent on ne peut pas deviner ce qui va se passer, ça nous oblige à une très grande présence et à s'ajuster en permanence et être vraiment dans une créativité relationnelle. Il y a quelque chose qui marche un jour, puis il y a quelque chose, la même chose ne va pas marcher le lendemain. Ça nous oblige à être sur le fil. Et moi, j'ai beaucoup d'audace et dans mes formations que je donne aussi, je dis, soyez audacieux dans votre créativité, mais en restant très dans le feedback. Le feedback, c'est cette capacité de percevoir, d'être à l'écoute et de s'adapter en permanence. Parce que si je m'en vais avec ma créativité, puis je tiens pas compte que la personne se ferme, je dis on doit toujours voir le résultat que la personne s'ouvre, se détend à un bon moment, elle vit un bon moment avec nous. Parce que les gens me disent mais comment tu fais pour savoir exactement ce qu'il faut faire? Et donc moi je dis que mes 3 clés principales, c'est la conscience, l'amour et l'action juste. Oui, voilà, l'amour, ça peut être la tendresse, l'action juste, la justesse. Mais parce que par exemple, dans une de mes formations, quand on fait les exercices de mise en pratique, il y avait une femme qui avait enregistré que c'était bien de donner de la douceur, de la tendresse. Puis dans la mise en situation, avec quelqu'un qui n'avait pas accès à la parole, qui était dans une chaise roulante et tout ça, elle dit, je viens vous donner de la douceur. Puis elle met la main sur l'épaule et le monsieur se recule et tout son corps dit non. Elle n'est pas dans le feedback. Elle est dans son projet à elle. Et donc là, c'est pas juste. Et il faut que ça reste juste. Et on cherche la justesse pour la relation et voilà, pour nous aussi là. Et justement, parce que tu évoques là le fait que la personne touche une autre personne, que l'accompagnateur touche la personne accompagnée. Et j'ai vu dans la vidéo que tu as faite des scènes d'une tendresse par le toucher tout à fait étonnante, parce que
quand même, ce ne sont pas des personnes avec qui tu as engagé une relation. Tu as engagé une relation ponctuelle dans un acte professionnel. Et là, moi qui m'intéresse beaucoup à la présence dans l'accompagnement, à la présence de l'accompagnateur dans son accompagnement, là, on peut dire que tu ne t'économises pas, là, tu y vas. Hein. Oui, c'est vrai que je pense que j'ai la croyance que le contact habité et respectueux guérit, est une médecine en soi, parce qu'on en a tellement manqué. On en a tellement manqué. Et donc, j'ose aller dans un contact intime, mais parce que j'ai mes antennes grandes ouvertes et je sais quand je peux y aller et que quand j'ouvre, des fois ça ouvre tout grand, j'y vais, des fois c'est par étapes et je suis toujours à l'affût. Et même quand les personnes n'ont pas accès à la parole et que je continue à leur parler, on aurait beaucoup de choses à dire parce que je parle aussi aux personnes qui sont dans le coma de sédation et ils entendent, ils me répondent en tout cas, mais voilà. Et peut-être qu'on pourrait montrer maintenant, si tu penses que c'est un bon moment, peut-être soit la diapo ou les deux images que je t'ai montrées et je pourrais commenter. Alors, voilà. Donc ça, c'était j'ai appelé le canapé tendresse. J'ai fait entrer ce canapé de 3 places dans un EHPAD où je travaillais parce que je trouvais que les petits fauteuils avec les accoudoirs permettent pas de se toucher l'un contre l'autre comme on s'assoyait dans des canapés avant. Et là, cette dame, elle avait 99 ans, elle venait d'arriver pour un séjour temporaire, elle était toute perdue, toute débousselée. Et elle était très angoissée. Je l'entends au fond de la salle, puis le soignant, je l'entends dire, bon, on va la ramener à sa chambre et on va lui donner un calmant. Et puis je dis, non, non, je vais m'en occuper. Et donc, je suis allée la chercher, j'ai parlé avec elle. Et en dedans de 3 minutes, j'ai une petite vidéo de ça que je montre en formation, elle s'est complètement apaisée. On a tout le contact latéral, main dans la main. Elle a posé sa tête, elle a soupiré. Moi, je suis venue et puis avec mon autre main, je joue une petite harpe intuitive. J'ai pas besoin de savoir jouer et je lui parle et je chantonne et cette personne a été apaisée et nourrie, plus qu'apaisée, mais nourrie en fait. Et elle avait la parole confuse, mais elle disait des fois, oh, la beauté, la bonté, oh, que c'est doux. Et à un moment donné, elle dit, vous devriez venir vivre avec moi, vous seriez heureuse. C'est magnifique. Voilà. Alors, mais oui. Qu'est-ce que toi tu ressens quand tu es dans cette attitude, dans cette rencontre? Qu'est-ce que vraiment la personne que tu es ressent? Parce que je crois que tout est là. C'est-à-dire, est-ce que c'est une posture professionnelle? J'imagine que non, mais aussi. C'est-à-dire qu'il y a les deux registres qui doivent se superposer là, non? C'est pas, pour moi, c'est qui je suis. C'est qui je suis et c'est que de l'amour. Moi, quand je dis que c'est mes travaux d'amour, mes travaux pratiques d'amour inconditionnel, moi j'ai vécu même carrément, je pense, une ouverture, une expérience mystique d'amour avec eux, quelque chose qui s'est révélé par eux, grâce à eux, quelque chose en moi, une source qui a coulé, où je voyais la merveille dans chacun d'entre eux et ils le sentaient, ils le voyaient, et même si la personne était fermée en face de moi, il y a eu des cas de personnes plus violentes ou plus fermées, je continuais à les voir comme des merveilles. Et en fait, oui, c'était un travail professionnel, mais c'est pas ça la source première, elle n'est pas là. Et en fait, quand professionnel, parce qu'il y a quand même aussi, comment je vais dire, un certain nombre on va dire, d'aptitudes techniques dans la relation d'aide, par exemple, à avoir en tête, je veux dire. Mais tout ça, ça permet après que tu entres totalement dans l'implication de ta personne, dans le plongeon de la relation. Oui, c'est vraiment une radicalisation de la rencontre, si je peux dire. Et quand je donne des formations à des soignants ou à des proches aidants, par exemple, si on prend les soignants, je leur dis, vous savez, ça vous prendra pas tellement plus de temps. Ok, vous n'allez pas commencer à jouer de l'harpe nécessairement si vous êtes infirmière et vous mettez des piqûres, voilà. Mais je leur apprends à faire ce premier pas en conscience et en tendresse, dans le contact avec le regard, dans le fait de prendre un temps que j'appelle dans le temps kairos, c'est ce temps suspendu d'éternité, où là, les 3 secondes, les 10 secondes, les 30 secondes que je vais la regarder, être avec elle, c'est des moments
qui nourrissent l'âme, voilà, la nôtre et la leur aussi. Et la piqûre après, ou le soin de pansement, ou le soin de toilette, parce que j'ai appris à des soignants à faire des soins de toilette avec plus de tendresse, de la musique et du chant, tout est transformé. Tout est transformé, et pour le soignant, et pour la personne qu'on accompagne. Est-ce que tu dirais qu'il faut oser la relation affective dans le milieu professionnel? Tout à fait. Alors, justement, il y a énormément de tabous là-dedans. On parle de juste distance, de pas aller dans l'émotion, etc. Et moi, je me dis, si on veut être nourri dans notre profession d'aidant, il faut aller dans la tendresse, il faut aller dans l'intime, il faut aller dans notre humanité profonde. Il y a une personne qui dit c'est vraiment très touchant, j'aimerais aider et accompagner, mais comment ne pas fondre en larmes, justement. Tu parles des émotions. Alors, oui, alors merci pour la question. Alors ça, c'est quelque chose qui va se travailler. Moi, j'ai fait aussi des années de thérapie où j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps aussi, où j'ai sorti beaucoup, beaucoup d'émotions. Quand je vais avec eux, même quand j'accompagne la fin de vie, jamais je ne vais pleurer. Mais je suis en présence affective, je suis comme un socle de sécurité et de tendresse, et je peux être touchée, mais je ne vais pas fondre en larmes. Donc là, c'est peut-être un surplus d'émotions qui aurait besoin d'être traité, mais ça, on apprend à le faire, bon, quand je fais les formations ou avec le livre éventuellement, ou si vous allez en thérapie, mais pour en arriver à être d'une présence tendre, mais pas perdre pied. C'est ça. Pas se laisser submerger par l'écho que la situation produit en soi, en fait. Hein. Parce que c'est vraiment pas l'autre, finalement, qui est la source de l'émotion. C'est la rencontre et le miroir que l'autre nous permet de vivre. Hein, c'est ça. Tout à fait, effectivement. Donc, des fois, c'est l'occasion de déclencher l'expression d'émotions qui n'ont pas été suffisamment exprimées et accueillies, etc. Donc, ça, c'est un travail qu'on peut faire par soi-même. Mais il y a une façon, en tout cas, il y a une façon d'apprendre à le faire, et ça se fait très, très bien. Quand justement on va dans cette autre dimension, plus de transcendance, que l'autre est une pure merveille, et que nous aussi d'ailleurs, et que je vais aller rencontrer le plus beau de l'humain. Moi, je m'imagine chaque personne que j'accompagne comme un nourrisson qui vient de naître, qui a juste besoin d'amour, de protection et de nutriments. Et je me dis, tous ceux qui n'ont pas reçu ça, j'essaie d'en donner un petit bout. Voilà. Parce que tout ce que tu évoques là, notamment autour de l'amour inconditionnel, c'est véritablement spirituel. C'est une manière de voir l'être humain, de voir sa nature, qui inclut sa dimension spirituelle. Or, il est probable que dans les personnes que tu as rencontrées, dans le cadre de cette pratique, tous n'avaient pas une vision spirituelle du monde. Comment tu combines ça? Absolument. Donc moi, dans mes accompagnements en EHPAD, en hôpitaux, etc., jamais j'utilise le discours spirituel. Et dans mon livre, je n'en parle pas. Je parle d'amour, mais ce n'est qu'à la toute fin, dans les 3 dernières pages, que j'ose parler d'une dimension spirituelle. Mais après avoir donné toute la théorisation de mon modèle, mes compétences, les témoignages, etc., etc., mais on peut tout à fait... moi, j'ai parlé à des gens qui n'avaient pas de dimension, en tout cas spirituelle, consciente, etc. Et je trouve les mots pour les toucher. Voilà, vous regardez la personne dans les yeux quelques instants, elle se sent vue, un regard qui sécurise. Donc après votre soin de toilette, il va être beaucoup plus facile pour elle, puis pour vous. Puis en même temps, vous donnez une caresse, vous donnez un soin d'humanité. Un soin en humanité, c'est une expression qui parle bien sans être d'une connotation spirituelle. Oui, parce qu'on parle de religion, hein, on est bien d'accord qu'on parle là d'une vision subtile qui sous-tend la réalité dense, en fait. Hein. Tout à fait, tout à fait. Comment faire de ce moment-là quelque chose de beau? Parce que de toute façon, c'est là, la personne que l'on accompagne en tant que soignant ou proche aidant à l'Alzheimer ou Parkinson ou autre chose, un cancer en fin de vie. La réalité est là. Comment je vais faire pour amener un plus d'amour et de tendresse? Donc, c'est fait en conscience. Parce que une des choses que je fais travailler en formation, la première des choses, c'est la présence intentionnelle. Quand je vais aller accompagner un proche, quelle est mon intention? Si je ne sais pas quelle est mon intention, ou si je pense que je veux faire du mieux que je peux, ou j'en sais rien, il ne va pas se passer la même chose que si je conscientise avant, je veux nourrir le plus beau de l'humain.
en l'autre et en moi quand je vais aller à la rencontre de cette personne, où je veux offrir un oasis d'amour et de tendresse, voilà. Et donc ça, c'est pas nécessairement du spirituel, on travaille avec l'intention, mais ça a sa puissance d'action qui est Bien sûr, assez bien fabuleuse. sûr. Ouais. Oui, Et oui. puisque tu parles des stages que tu donnes, j'ai fait apparaître le message de Carpe Ah, Diem Souriant qui dit: oui. «J'ai fait ce stage il y a quelques années, il a transformé ma vie». Donc ça, c'est plutôt Ouais. intéressant de faire apparaître ça. Donc je pense que c'est quelqu'un que tu connais. C'est parce que Oui, c'est je... Marie-Ange en Belgique que je salue au passage. Ah, Oui, c'est vrai que euh, il y avait quelqu'un qui m'avait dit quand j'ai dit que je me lançais à former les gens à mon approche, il m'a dit c'est pas possible que tu formes les gens à ton approche parce que c'est du savoir-être et on n'enseigne pas le savoir-être. Et puis j'ai dit ben moi je suis désolée, moi j'ai une façon d'amener les choses et les gens se transforment pendant mes formations, des choses vraiment profondes. hmm. Voilà. Donc une Oui, fois qu'on a, il y a pas oui, que le technique qui s'apprend. Bien sûr que le savoir-être, ça se regarde, enfin, ça se travaille. J'aime pas beaucoup le mot travail, mais comment dire, on peut le faire évoluer en soi, le savoir-être quand même. La posture qu'on adopte, elle évolue sans arrêt. elle évolue, puis elle évolue notamment aussi quand on fait des exercices en alternance. Quand, exemple, on reçoit le regard de la personne qui nous approche en murmurant avec tendresse, qui prend soin de nous toucher avec délicatesse, on est touché, puis on voit, waouh, c'est ce que ça fait quand on vient à ma rencontre de cette façon. Donc maintenant, je peux être capable de le redonner parce que je l'ai vécu, je l'ai Mm. ressenti aussi. Est-ce que tu peux Donc, nous dire, est-ce que tu peux nous dire quand tu arrives pour une journée, par exemple, dans un EHPAD, à la rencontre des personnes, comment tu procèdes quand tu arrives? Parce que j'ai vu un peu dans la vidéo comment tu fais. Tu les invites à aller à certains endroits, tu parles individuellement, etc. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu procèdes? oui, alors en ce moment, donc j'interviens plus en EHPAD en hôpital parce que je me consacre à la formation. Mais soit j'allais en chambre individuelle, donc les soins individuels, donc j'allais dans les chambres et j'arrivais avec mon sourire, ma chaleur de voix et je leur proposais un temps de présence partagé. Est-ce qu'ils étaient d'accord? Je me présentais. Bon, c'est vrai que j'avais toujours un petit instrument de musique, mais pas que, j'avais d'autres choses. J'ai mon coussin en forme de cœur que j'utilisais beaucoup. Et puis, je voyais ce que la rencontre appelait, en fait. Chaque rencontre était différente. Je pourrais donner après des exemples peut-être des récits d'accompagnement. Et puis, sinon, en collectif, c'est autre chose. Là, c'est une autre compétence, c'est d'aller bâtir l'énergie du groupe et puis prendre un peu soin de chaque personne individuellement, en gardant le groupe à l'œil. Et puis c'est vrai que la parole porte. Donc moi, ce que je dis à une personne, la vibration de ma voix, ma chaleur, va nourrir les autres. Si je chante aussi, j'utilise beaucoup le chant qui apaise énormément. Moi, je me rappelle, il y avait un médecin dans l'EHPAD où j'intervenais. Il ne croyait pas trop à mon approche au départ. Enfin, il y en avait il y avait ceux qui aimaient ce que je faisais, d'autres qui étaient sceptiques. Et puis, j'ai dit, allez, dites-moi une de vos patientes que je voudrais aller voir, puis je vous expliquerai ce que j'ai fait avec elle. Il dit, bon, allez voir une telle. Ça fait 3 fois que je lui change de médicaments, là, pour l'apaiser. Il n'y a rien qui fonctionne. Allez-y. J'y vais dans la chambre numéro 1 telle. J'y reste 10 minutes et je ressors. Et il me dit, ah bon, vous êtes déjà sorti? Je dis, ben oui, écoutez, je suis arrivée. Je lui ai parlé tendrement, j'ai commencé à lui toucher le dos, j'ai mis un coussin en forme de cœur sur elle, que j'ai investi de tendresse, j'ai chanté une berceuse et elle s'est endormie, assise sur la chaise. Il me dit, c'est incroyable. On revient au b.a.-ba, une berceuse pour apaiser notre patiente. Pour aller à la rencontre de la personne et de Ouais, son enfant intérieur qui était en sommeil depuis si longtemps. oui, oui, oui. Ah, je veux bien, si tu es d'accord, qu'on montre l'autre photo que je vais commenter parce qu'il y a une histoire magnifique. Et là, c'est pas moi qui est sur la photo, c'est un proche aidant avec son père. Juste vous laisser imprégner de la beauté, la tendresse, la présence. Mm. Et donc, j'ai l'autorisation de Cédric de dire quelques mots sur son histoire. Donc, Cédric, qui est un accompagnant aussi de personnes, mais pas vulnérables, et qui a lu mon livre Murmure cœur Alzheimer quand son père a commencé à avoir Alzheimer. Donc, il a trouvé des clés, tout ça, pour entrer en contact avec lui. Mais il y avait un endroit
qui restait encore à guérir parce que son père, il m'a dit que son père avait été un patriarche très, très directif, exigeant, dur et dévalorisant. Et donc, alors que Cédric doit avoir 50 ans ou 55 ans, son père peut-être 80, pendant qu'il pouvait encore parler, il me disait oui, il m'appelle toutes les semaines, mon père, puis il m'exige que je vienne le voir à l'EHPAD, je me sens, et là je lui dis mais waouh, l'impact, je veux dire le pouvoir de ton père encore sur toi à 55 ans. Et donc là, il a lu mon livre Sortir du sillon de l'abus, dans lequel on avait parlé la dernière fois, et il m'a écrit que grâce à ce livre, il a définitivement sorti du sillon de l'abus de pouvoir de son père. Il a fait son travail, lui, Cédric, pour sortir sa colère, etc., etc. Mais après, il a fait vraiment la bascule pour aller vers son père et vivre ses derniers moments de vie dans la tendresse. Et son père n'avait aussi jamais eu de contact physique avec lui. Et regardez ça, regardez la beauté, l'amour. Moi, je suis en émerveillement quand je vois ça. Donc, c'est possible. Il y a quelque chose de relation. Ouais, il faut oser ça. C'est pas évident d'oser ça, tu vois. Ce gros roc que l'enfant a connu dans le rôle du père et qui tout à coup devient si fragile, si vulnérable. Comment aller à la rencontre? S'il y a pas quelqu'un qui nous apprend à le faire, ça doit être un petit peu compliqué. Alors oui, soit qu'on nous apprend à le faire. Ou soit ça se fait tout seul. Quand je dis ça se fait tout seul, là, ça prend du temps. Là, ici, je pourrais peut-être lire, c'est pas long. C'est une femme qui m'avait envoyé comment ça s'appelle, l'éloge funéraire de sa mère qui avait eu Alzheimer. Est-ce que je l'ai là ou pas? Juste là. Oui, il y a quelques lignes. Et elle a opéré cette transformation en quelques mois. Sa mère qui n'avait jamais été trans, qui n'avait jamais eu de contact avec elle, ils ne se comprenaient pas, etc. Et elle a eu la maladie d'Alzheimer, elle en est morte, mais avant, ils ont pu vivre une transformation. Est-ce que tu es d'accord? Je te lis, il y a 7-8 phrases, c'est très émouvant. Alors, maman, je rends grâce à ta maladie d'avoir retiré tes cuirasses. Ces dernières années, tu m'as fait le plus beau cadeau, celui de me montrer une partie de toi que je ne connaissais pas ou si peu. Tu ne parlais pas, tu ne parlais plus, ou plutôt, ton mode d'expression s'est transformé. Je ne comprenais plus tes mots, je ne comprenais plus tes phrases. Alors j'ai tendu l'oreille et là, nous avons parlé une autre langue, la langue de l'amour. La tendresse, les caresses ont pris place dans notre nouvelle relation. Maman, je te remercie d'avoir ouvert ton cœur. Je trouve ça magnifique. Magnifique, oui. Mais oui, on a besoin d'être guidé. Il y en a qui ont besoin d'aller en thérapie pour guérir l'histoire avec leurs parents. Des fois, il y a des moments de grâce. Des fois, c'est des enseignants spirituels. Des fois, c'est une grâce qui arrive comme ça se fait. Et puis sinon, ça peut aussi, on peut être guidé, accompagné pour arriver là. C'est tellement beau, c'est tellement un cadeau ultime. Quelqu'un a écrit l'être, pareil, oui. L'être apparaît, parce que Solaire disait avant, le personnage est mort, mais pas forcément le personnage, mais ce personnage formaté, poli, éduqué, le personnage un petit peu, ce qu'on appelle en psychanalyse le surmoi, c'est-à-dire tout ce qui a mis un capuchon sur le moi, sur l'être, justement. Oui. Et c'est vrai que quand la parole disparaît, le contact et le toucher reprennent leur juste place, quand c'est fait dans le respect, hein, évidemment, et dans la délicatesse et dans le feedback. Mais on a manqué de ça. Et voilà, j'ai des photos sublimes, on ne peut pas toutes les montrer, mais on voit la qualité de contact dans les regards qui est juste. Peut-être qu'on peut voir à ce moment-là le diaporama, parce qu'on le voit, cette qualité de contact. Je vais juste nommer les 10 dimensions que tu nommes dans ton livre de la pleine présence relationnelle. Parce que bon, je pense que après tu pourras développer, mais donc tu parles de présence intentionnelle, donc l'intention d'être là, évidemment, la présence calme, une présence attentive, une présence affective, une présence créative, une présence éveillante, une présence célébrante, une présence sonore parlée, une présence sonore chantée
et une présence en feedback. Bon, tu as déjà évoqué un petit peu tout ça dans ce qu'on a dit, mais ça me paraissait intéressant de le répertorier de manière très claire. Oui, et puis en complément de ça aussi, dans un autre chapitre plus loin, je parle des différentes voies d'accès au contact. Hein, donc, on peut rentrer en contact juste par la vibration qu'on émane. Hein, quelqu'un qui rentre dans une pièce avec une énergie de calme, d'un sourire chaleureux, une tranquillité, une affectivité, ça se sent. Je peux rentrer en contact par mon regard sans rien dire. Je peux rentrer en contact par le toucher, en écoutant la personne qui se sent écoutée et que je lui reflète que j'ai bien entendu ce qu'elle m'a dit de façon verbale ou non verbale, elle se sent rejointe. Il y a le chant qui permet de rentrer en contact, la musique, j'utilise aussi la musique pour faire un lien sonore et pour toucher la personne et rentrer en contact. Voilà. Alors, tiens, je profite de la question qui passe là pour te la poser, puis après on va regarder le diaporama que tu m'as fait parvenir. Donc, une question qui t'est posée par Katiana. Croyez-vous, Fleur-Lise, que votre formation pourrait s'appliquer aux enseignants pour aider les enfants et les adolescents en rébellion? Parce que c'est une grande question actuellement dans les groupes que je rencontre. Là, il y a beaucoup de questions sur les adolescents en difficulté actuellement. Alors, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être tout à fait adapté et utile. Et ce qui me vient aussi, j'imagine un complément avec la communication non violente aussi qui est très important, je pense, auprès des adolescents notamment. Mais oui, il y a des compétences. Les gens peuvent lire mon livre. Moi, il y a des gens qui n'accompagnent pas les personnes vulnérables, des enseignants qui m'ont dit aussi qu'ils avaient énormément appris, ou d'autres qui ont dit qu'ils ont utilisé des clés pour améliorer leur relation avec leurs proches. Voilà. Donc oui, c'est tout ce qui permet plus de présence, plus d'authenticité dans la relation qui va fonctionner. Mais c'est vrai que là, t'as quand même un petit peu théorisé les choses malgré tout. Donc ça aide. C'est pas simplement juste être comme ça. Là, t'as quand même un petit peu réfléchi à l'affaire. Tout à fait. D'ailleurs, on reparlera après parce que je vais donner peut-être quelques exemples des fois, c'est pas simple de chercher la porte d'entrée, donc il faut être vif. Il faut avoir une présence calme, mais il faut voir, on dit au Québec, avoir des yeux tout le tour de la tête, c'est-à-dire de voir et puis de proposer et de s'ajuster. Donc, ça demande une intelligence aussi créative. Je donnerai un exemple après. Tu veux donner l'exemple maintenant ou tu préfères qu'on regarde ta vidéo? On va regarder la vidéo, les images, ça va peut-être faire du bien. Donc, c'est donc des images qui ont été extraites du documentaire que j'ai réalisé en hôpital EHPAD avec des images de tendresse et on voit donc la qualité de contact par le regard et le toucher et vous allez voir la proximité physique aussi. Alors pour ceux qui sont un peu sensibles, sortez les mouchoirs parce que c'est quand même voir la rencontre dans cette qualité-là. Il n'y a pas à dire, ça nous invite à nous rencontrer nous-mêmes et à aller chercher ce qu'on a de meilleur en soi. Hein. Donc on y va, on va regarder. Ok. Sans les mots, je prends le temps, vraiment disponible à ce moment, l'espace d'une rencontre tous les deux. Pour ce langage, le cœur dans les yeux, profondément sans jugement, je te regarde vraiment. Au-delà des apparences, au-delà même des attirances, l'espace d'un possible si vibrant. Pour ce langage, un regard aimant. Quand je regarde la beauté en toi, la rencontre se fait de soi. Je veux garder le cœur ouvert pour voir ce qui n'est pas éphémère, me laisser toucher par la beauté intérieure qui émane des cœurs. Et chaque fois que je regarde ainsi, le monde resplendit. Chaque fois que je regarde ainsi, je m'ouvre à la vie.
dont tout ce qui est beau est bon, et nous vibrons en diapason, profondément sans jugement. Je te regarde vraiment. Cela me donne des ailes, se voir moins étrange et fraternel, s'aimer d'un regard échangé, savourer cette joie partagée. Quand je regarde la beauté en toi, la rencontre se fait de soi. Je veux garder le cœur ouvert pour voir ce qui n'est pas éphémère, me laisser toucher par la beauté intérieure qui émane du cœur. Chaque fois que je regarde ainsi, le monde resplendit. Chaque fois que je regarde ainsi, avec toute ma bienveillance, et nos cœurs entrent en résonance. Cela devient même une évidence. Quand je te regarde avec présence, je te regarde vraiment. Je te regarde vraiment. Eh ben, ah, ça m'émeut à chaque fois. Ouais. Parce que là, dans tout ça, tu vois, c'est la rencontre, il faut la désirer ardemment. Exact. Tu viens de dire quelque chose d'important. Oui. Mais tu peux pas faire semblant là, en fait. Non, non, non. J'arrive avec un désir ardent, effectivement, de rencontrer l'autre. Et c'est cette ardeur qui ouvre des portes aussi. Hein. C'est-à-dire qu'elles le sentent, je les appelle par mon regard, par mes mains, mon contact. Viens, viens, viens. Reviens à la vie, reviens dans la présence, reviens dans la rencontre, reviens toucher cet endroit. C'est vraiment une communication de conscience à conscience qui va au-delà de l'intellect. Et c'est vraiment ça. C'est de l'être à l'être, quelle que soit la conscience qu'il a de lui dans l'instant présent. Et ça, c'est quelque chose de précieux. C'est vraiment, comme tu le disais tout à l'heure, l'amour inconditionnel. Hein. Oui, 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 oui. Et moi, quand on me disait que ces gens-là, Alzheimer, c'est des gens qui sont absents, mais moi, quand je vois les regards, ils ne sont pas absents. Si nous, on est présents, puis on va les chercher, ils sont présents. Est-ce que tu dirais que justement ton regard, ton écoute, ton toucher réveille quelque chose chez l'autre, quelque chose qui ne peut pas être réveillé dans le cadre de l'aseptisation des relations qui s'installent dans un établissement, par exemple? Oui, oui, mais cette qualité de présence peut être amenée à tout moment, notamment par des soignants. Moi, j'ai une cadre qui est venue faire une formation avec moi. Elle a pris des fonctions après dans un établissement pour personnes âgées avec aussi des problèmes psychiatriques et des handicaps et tout ça. Et dans sa première réunion avec ses soignants, on parle de cette femme qui est aveugle, qui est malentendante, non, aveugle, malvoyante, Alzheimer en tout cas, voilà, elle cumulait beaucoup. Puis on disait, c'est impossible de lui faire un soin de toilette. Elle hurle, elle se débat, on a tout essayé. Et donc, elle a dit, bon, moi j'arrive d'une formation où j'ai appris autrement.
notamment avec le chant et la musique et le contact et la douceur. Elle a dit, je vais aller faire le soin de toilette, moi, toute seule. Elle est arrivée avec une voix douce, elle lui a expliqué, elle dit, voilà, je vais vous propose de faire un soin de toilette. Je vais chanter pour vous pendant le soin de toilette. J'ai amené une petite enceinte de musique, on va mettre une musique douce. Je vais vous expliquer tout ce que je fais. Et en fait, comme elle est malvoyante, donc elle entendait donc la voix qui la rassurait, puis le contact. Et la cadre, elle disait, mais elle se détendait à chacun de mes mots, chanter, contact. Et moi-même, elle dit, je l'ai vécu comme une prière. Ce soin m'a nourri complètement. Donc après, on n'est peut-être pas obligé d'aller jusqu'à cet extrême-là pour certaines personnes. Moi, il y avait un soignant qui avait fait une formation avec moi. Le regard, c'était très difficile. Il dit, moi, une chose que je retiens de la formation, je vais me poser 3 secondes de plus dans le regard, en silence, avant de commencer un soin. Juste ça, ça fait toute la différence. Et puis sortir de la seule vision esthétique, par exemple. Parce que tu vois, il y a effectivement des personnes qui ont un visage qui s'est un peu dégradé, il n'y a plus de dentition, il y a plus. Ouais. Et tout à coup, le premier regard, elle peut nous, comment dire, nous renvoyer à quelque chose d'inhabituel, de quelque chose de choquant. Et là, il faut aller au-delà de ça, j'imagine. Hein. Oui, et ce qui nous permet d'aller au-delà de ça, c'est le regard. Parce que quand on voit Justement, la beauté dans le regard, c'est ça. Oui. Et c'est ça, sortir de l'esthétique du visage et entrer dans le regard avec la personne. Avec la personne. Et d'oser regarder, c'est quelques secondes de plus. Moi, quand je dis vous entrez dans une chambre, vous dites bonjour madame un tel, moi je nomme les prénoms, et puis vous vous posez devant elle et vous la regardez avec un sourire chaleureux, doux, quelques instants. C'est de la relation. C'est juste de la relation. C'est ça, exactement. Oui. Est-ce si je peux revenir sur un exemple que je voulais donner, comme quoi c'est pas juste d'arriver comme ça avec de l'amour, aussi il faut chercher, il faut s'adapter. Il y avait un monsieur dans un EHPAD en Loire-Atlantique, on m'avait dit c'est le pire cas de l'EHPAD, si on pouvait on l'enverrait plutôt dans un établissement avec des cas psychiatriques. Pas de parents, aucune visite, très violent physiquement et verbalement. Les infirmières ont peur d'aller le voir, etc., etc. Moi, j'aime les défis, donc je dis je veux aller le voir. Je vais voir si j'arrive à trouver quelque chose. En 3 séances, il est devenu doux comme un agneau, une transformation totale. Mais je l'ai eu comment je l'ai eu? Quand on est arrivé la première fois, j'étais accompagnée avec l'assistante sociale qui le connaissait. Et à peine arrivée dans la chambre, moi, j'ai juste eu le temps de rentrer dans la chambre, de voir, en fait, comme ça, je dis les antennes partout, de voir qu'il y a plein de livres sur une armoire. Je rentre, il y a plein de livres sur le lit, des magazines et tout ça, donc je capte presque inconsciemment, cet homme aime lire. Parce qu'il faut que je trouve à le rejoindre là où c'est possible. Là où il est, bien sûr. Et puis là où il est. Puis il me dit, qui êtes-vous? Je veux pas de visite, tout ça. Je dis, je viens pour proposer un petit moment en présence, peut-être un peu avec du chant. Non, ça m'intéresse pas, partez! Et puis donc l'assistante sociale bat en retraite tout de suite. Moi, j'aurais un petit peu continué, mais là, c'était ma première fois. Mais au dernier moment, j'écoute mon intuition. J'ai dit, Monsieur Buxo, avant de partir, je voudrais vous laisser un petit message. Je sais qu'il aime lire. Donc, j'avais jamais fait ça. Je prends mon calepin et je commence à lui écrire un mot doux. Cher Monsieur Buxo, je vous souhaite plein de tendresse. Je vous reviendrai vous voir. Je dessine une petite fleur lisse. Pendant tout le temps que j'écris, il regarde puis il attend. Et donc là, je sais que je suis en train de créer ce qu'on appelle en anglais le rapport, le report, la rencontre, la jointure, le pont. Et donc, je donne à l'assistante sociale le mot pour qu'elle lui donne. Donc, il est comme ça. Il prend, j'ai pas un papier là, il prend son papier comme ça. Merci. Juste ça, tac. La deuxième fois, je suis venue, je savais que j'avais déjà un rapport, il se rappelait plus de moi, c'était pas grave. Je me suis avancée direct jusqu'au lit. Je dis, je vois que vous aimez lire et tout, puis je m'intéresse. Et puis, tout en parlant, je m'assois à côté de lui et tout. Et il a un livre sur les genoux. Je dis, qu'est-ce que vous lisez? Je dis, je peux regarder. Je mets mon doigt sur la ligne et je vois qu'il suit mon doigt. Et je commence à chanter ce que je lis. Et là, il me regarde. Je dis, on vous avait jamais chanté un roman, hein? C'est une première mondiale, hein? Et puis là, et puis après, voilà, j'ai fait autre chose, mais je l'ai eu comme ça. Et puis quand je suis partie la deuxième fois, il dit, j'espère que vous allez revenir. Oh là là. Et la troisième fois, je l'ai embrassé. Il a accepté.
Oui, j'ai dit, est-ce que je peux vous embrasser? Et il a dit oui. En fait, ben, c'est quelqu'un qui lisait. Est-ce que c'est quelqu'un qui lisait encore ou bien c'est quelqu'un qui avait gardé les repères de lecteur, qui avait structuré sa vie d'autrefois? Possiblement que c'était ça. Je pense possiblement que c'était ça. Oui, 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 oui. Absolument. Et toi, tu venais le rejoindre. Tu venais le rejoindre dans son média. Dans son média, une autre personne, une fois j'arrive dans une chambre, la personne elle est triste, la dame elle a 100 ans, je viens pour passer un moment de tendresse avec vous, chanter éventuellement, elle dit chanter, mais non, ça m'intéresse pas, elle dit j'ai 100 ans, j'ai enterré tous ceux que je connais, et là le dernier qui vient de mourir, là, il y avait un portrait de lui, elle dit j'ai juste envie de mourir, on vient pas me chercher. Je me suis assise sur le lit à côté d'elle, je dis oh, mais je comprends tout à fait que vous n'avez pas envie de chanter, le cœur à chanter, avec toute ces pertes, ces disparitions, la solitude que vous vivez. J'ai dit, si vous voulez, je vous propose de chanter, que je chante en honneur pour rendre hommage à celui que vous venez de perdre. Et là, on a changé le focus. J'ai dit, est-ce que ça vous plairait qu'on chante pour lui? Oui, ça me plairait. Là, je dis, est-ce que un Ave Maria ou n'importe quoi, je sais plus ce que j'avais chanté. Oui, donc j'ai chanté avec les larmes. Et puis j'étais accompagnée je formais quelqu'un avec moi et c'était assis à côté. Et puis, elle m'a redemandé une deuxième chanson. Donc, j'ai fait une deuxième chanson un peu plus dynamique. Et la troisième chanson, elle se baladait comme ça en chantant, etc. Et parce que j'avais accueilli la tristesse, j'avais pris en compte et on lui a donné un moment et ça a évolué vers autre chose. Mais j'aurais des centaines d'histoires à raconter comme ça. C'est de prendre là où c'est possible. Ça. En fait, ce que tu décris là, c'est une règle d'hygiène relationnelle qu'on pourrait quand même appliquer à peu près tout le temps dans notre vie et que là, les personnes nous enseignent du fait de leur bulle Alzheimer, mais c'est en fait, si je veux communiquer avec quelqu'un, il me faut aller là où il est, en fait. Et c'est ce que tu nous enseignes là. Oui, alors je dirais que c'est plus facile avec des personnes Alzheimer des fois que monsieur et madame tout le monde, hein, parce que quand le rationnel est là, ça demande d'autres compétences d'écoute et de communication. Ça aussi, ça se travaille. Mais le cadeau Alzheimer, c'est comme il n'y a pas de rationnel, ça nous oblige à aller ailleurs. C'est ça, c'est ça. Là, le cerveau rationnel, la logique mathématique ne fait plus vraiment son travail. Et donc là, il faut effectivement trouver la conscience dépourvue de cette rationalité. Exactement, exactement. Et donc, naturellement, comme les personnes Alzheimer à un moment donné arrivent en fin de vie, j'ai aussi commencé à accompagner la fin de vie. J'allais te parler de ça, de la fin de vie et du concept de la mort et de la réalité de la mort telle que tu la rencontres auprès de ces personnes. Oui. Et moi, j'ai aidé, en tout cas, je suis intervenue pour accompagner des familles. J'aime beaucoup accompagner des familles avec leurs proches parce qu'il y a toute une dynamique familiale. Il y a, je veux dire, à ce moment-là, tout ce qui n'a pas été réglé, il y a plein de choses, il y a des peurs, il y a des rancunes. Et comment arriver à aider la famille à refaire circuler la paix et l'amour et à profiter de ce moment et en vivre le moment intensément, pleinement, pour pas avoir de regrets après. J'ai beaucoup invité les familles à veiller leurs proches dans les dernières heures, des fois les derniers jours, à oser demander un lit d'appoint à l'hôpital ou à oser ramener leurs proches à la maison pour pouvoir faire des veillées funéraires. Puis même, on peut aussi, même si la personne meurt en EHPAD ou ailleurs, on peut ramener notre proche pour faire une veillée funéraire aussi, ces 3 jours et 3 nuits quand c'est possible aussi, comme on faisait avant, qui nous permet de nous acclimater à cette nouvelle réalité, à parler, à pleurer, à rire, à avoir le soutien de la communauté. Voilà, donc oui, j'ai vécu des choses juste merveilleuses où il y a, par exemple, un homme qui m'a demandé à venir accompagner sa maman. Il lui avait jamais dit maman de sa vie. C'était sa mère. Parce qu'il avait un frère plus âgé qui était alcoolique. Sa mère n'avait vu que son autre frère, ne l'avait jamais vu lui. Et dans l'heure qu'on a fait ensemble en voiture pour aller voir sa mère, je le questionne sur sa relation. C'est là que j'apprends tout ça. Puis il me dit, ma mère ne m'a jamais vue, mais j'ai fait un travail de pardon. Je lui en veux pas. Je lui offre ce dernier cadeau avec toi. Je lui offre ton accompagnement, parce que je veux lui offrir quelque chose de… Donc, sa mère était en chaise roulante, avait a priori Alzheimer, ne parlait plus. Mais elle était quand même présente. Et j'ai réussi, mais là, c'est de la stratégie. C'est-à-dire que
Je me suis assise en face d'elle, son fils était sur le côté et j'ai capté son attention. J'ai commencé à tisser la relation, etc. Et après, j'ai dit à son fils de venir à ma place. Et elle était déjà comme captivée là. Et puis, je suis venue à côté de cette femme et je lui ai dit, regardez votre fils. Regardez-le bien dans les yeux. Regardez le bel homme d'amour qu'il est devenu. Et là, cette femme a vu son fils pour la première fois. Ça s'est vu. Et lui a été vu par sa mère. Et puis, il s'est passé d'autres choses. J'aurais d'autres choses à raconter. Mais je veux juste dire ce point-là. Et le lendemain matin, il a pu dire pour la première fois maman. Et elle est morte la semaine après. Donc, je me dis des choses comme ça, c'est waouh. Ouais, c'est quelque chose qui s'accomplit. Quelque chose de la relation qui devait être vécue et qui s'accomplit. Oui, exactement. Et est-ce que les personnes qui vivent l'expérience d'Alzheimer sont, elles, hantées par la mort? Comment elles approchent ce phénomène de la mort? Parce que parfois, on a l'impression qu'elles souffrent tellement parce qu'il y a tout un tas d'autres dégradations du corps qui accompagnent l'expérience. Et comment elles approchent ce moment de la mort? Est-ce qu'elles en parlent? Non, parce qu'il n'y a pas l'accès à la parole. Donc ça, moi, je n'ai pas pu, comme tel, en discuter. J'ai pu accompagner des personnes en fin de vie qui n'avaient pas Alzheimer, où moi, j'amène le sujet de la mort. Oui. Et souvent, dire comment vous voyez la fin de votre vie, la mort, est-ce que vous êtes en paix avec votre vie, avec votre mort? Et on en parle et ils me disent, oh, je suis tellement content ou contente d'en parler parce que mes proches ne veulent pas disent que je vais peut-être guérir ou que je vais peut-être pas mourir maintenant ou que ça leur fait peur. Et en fait, souvent, les gens sont très contents. Et je dis, est-ce que vous avez écrit vos dernières volontés? Des fois, j'écris les dernières volontés et je les remets à la famille parce que ça n'a pas été fait. Donc, et moi, j'ai vu une fois une dame que j'accompagnais qui n'avait pas du tout accès à la parole et au mouvement. Elle n'avait pas de famille, donc je venais la voir souvent. Et à la fin, quand ils l'ont mis sous sédation profonde, je savais que c'était une question de jours ou d'heures. Je suis venue la voir, elle était en sédation profonde. On m'a dit, il n'y en a pas pour longtemps, 24 heures maxi. Et je lui ai dit, j'ai commencé à lui chanter un chant. J'ai commencé à chanter Amazing Grace en mettant des paroles en français, en disant, il est temps maintenant, il est l'heure de partir, de vous laisser, d'aller dans les bras de l'amour. Voilà, j'ai composé un chant. Puis je lui ai dit, oh, j'aurais tellement aimé revoir votre regard une dernière fois. Elle a ouvert les yeux. Ah oui. Sédation profonde. Non, elle a ouvert les yeux. Elle les a refermés. Donc, mon chant lui annonçait sa mort. Je dis, voilà. Donc, sinon, là, par rapport à ta question, non, j'ai pas eu d'échange rationnel là-dessus avec des personnes Alzheimer. Mais par contre, les proches, j'imagine que les proches en parlent beaucoup, non? Oui, alors il y a les deux. Il y a ceux qui veulent pas que la personne parte et ceux qui ont bien hâte que la personne parte. Je comprends aussi les deux. Mais des fois, il y a quand ils commencent à les mettre sous sédation, souvent j'ai vu des cas des familles qui ont demandé concrètement à ce que ça se termine rapidement. Et je leur ai dit, vous savez, il y a quand même encore de l'utilité au temps de veille. Le temps où vous veillez et que la personne là n'est plus là, rationnellement encore moins, où vous pouvez encore lui dire des choses, vous pouvez juste prier, méditer sur votre vie et votre mort aussi. C'est une occasion incroyable pour ça. Prenez le temps du silence, de ce temps d'arrêt qui est très, très riche. Très riche. Moi, j'ai aussi accompagné des familles à vivre ça mieux, oui. D'ailleurs, dans ton livre, puisque tu parles de ça dans ton livre, alors que je rappelle ici, tu parles de 63 exercices pratiques à mettre en place. Alors, ça fait beaucoup, 63 exercices, mais est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Je ne vais pas te demander de les réciter, les 63. Moi, j'ai mis un marque-page, donc je saurais les retrouver. Mais c'est très intéressant de regarder un peu, parce que ça parle de faire des bilans, ça parle de se mettre justement dans son intention, ça parle du temps, ça parle de l'écoute, ça parle du contact, de la voix, de l'émerveillement. Enfin bon, tu nous parles de tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Et à quoi servent ces exercices? Oui, alors
Donc, il y a des exercices sur toutes les dimensions, les compétences relationnelles que j'ai abordées, des exercices praticables, soit seul, avec son proche, avec le proche qu'on accompagne, ou avec un compagnon d'exploration et d'entraide, voilà, où on peut se mettre à 2 ou à 3 à faire des exercices. Parce que je sais que c'est que par la pratique, même une fois, c'est important de comprendre, d'être touché par les récits d'accompagnement. Je mets aussi des poèmes, des citations, beaucoup de Christiane Singer. Mais à un moment donné, il faut passer dans le corps, il faut se mettre en situation et pratiquer. Et je me suis dit, ben, pour les gens qui n'ont pas l'occasion de venir en formation, puis j'espérais que se développent vraiment des groupes de pratique et de soutien pour pratiquer ça, même entre collègues. Bon, ça s'est pas fait comme j'aurais espéré, mais voilà. Par exemple, là, j'ouvre le livre sur l'exercice numéro 20, signifier son écoute en répétant le verbal. C'est-à-dire que ça, on peut… Alors, si on n'a pas de compagnon de pratique, mettons on accompagne quelqu'un, je peux me dire à ce moment-là, je lis la description de l'exercice. Ok, la prochaine fois que je vais voir mon proche, etc., je vais être attentive à vraiment écouter. Là, je pars du verbal, mais après, je pars du non-verbal et de lui signifier. Par exemple, si la personne dit oh, je suis fatiguée, lui signifier, c'est souvent je dis ça, donc signifier avec moi ça s'est fait naturellement, mais c'est une clé, un outil qu'on peut développer. La personne sait qu'elle est entendue. Vous êtes fatigué. Voilà, juste comme ça. Voilà. Et puis de laisser un temps, peut-être que pour la personne dise encore autre chose, mais voilà. Ou bien, donc il y a une personne me disait oui, il n'y a jamais personne qui vient m'aider, qui vient me visiter. Oh ouais, j'entends que c'est pas simple hein, quand il y a personne qui vient et que vous auriez peut-être besoin de soutien. Voilà, il y a des choses comme ça, mais des fois les personnes Alzheimer, ils font pas des phrases compliquées comme ça. Des fois, ça va être un soupir. Ah, et là, je vais dire soit oh le beau soupir. Là, je vais voir c'est un soupir de détente. Je dis là, ça m'a l'air d'être un beau soupir de détente. Ou je vais soupirer avec la personne tout de suite après. Elle, même si c'est pas conscient, elle est à mon écoute. Elle perçoit ce que je vis. Hein. Donc voilà, ça c'est des exercices d'écoute, aussi des fois l'art de poser des questions, vérifier est-ce que ça vous plairait qu'on fasse comme ça, si on essayait comme ça. Voilà, après il y a des exercices avec la voix, le chant, le contact, comment aborder le contact, les objets transitionnels. Ça j'ai ce fameux cœur avec des petits bras là que j'avais pris à l'époque à Ikea, mais j'ai toutes sortes de cœurs dans ma mallette de Mary Poppins parce que j'ai toujours plein de petites choses. Et j'ai investi vraiment ce coussin avec la personne, dire voilà, regardez, là je le serre dans mes bras, je dis regardez, ça m'offre une présence, une protection, prenez-le dans votre bras et je l'aide et j'en serre avec elle, avec une main dans son dos, une main sur le cœur. Sentez comment c'est réconfortant et je veux chanter une berceuse, etc. Et puis après, la personne va rester avec le cœur et ça va signifier quelque chose. Après, donc, il y a des EHPAD qui ont acheté des cœurs pour mettre dans la chambre de la personne ou je demande à la famille d'amener quelque chose. Vous passez ce petit moment avec elle et des fois, pour ceux qui sont pas à l'aise avec le contact direct, ben, c'est un tiers élément. Ou des fois, j'utilise la poudre de talc et donc je dis, bah, regardez ma petite poudre magique. Parce que voilà, je vous propose, je vous en mets dans les mains, touchez comment c'est doux, regardez. Des fois, ils vont commencer à me caresser la main. Je dis, oh là là, vous avez un beau contact, une belle caresse. Oh, c'est bon, merci. Puis ils sont tout contents de donner aussi. Et oui, tu te rends compte, ils sont capables de faire du bien aux autres. Tout à coup, alors que ça, c'est un registre qui était forcément un peu oublié, à leur tour, ils font du bien à l'autre. Ouais. Puis moi, je leur dis tout le temps merci et c'est vraiment authentique. Merci pour le temps qu'on a partagé. Moi, une dame qui n'avait pas accès à la parole, j'avais chanté pour elle son prénom en lui tenant la main. J'étais à ses genoux et ça a été très, très beau, très émotionnel. Et quand je dis émotionnel pour elle, puis moi, j'étais touchée, mais moi, comme je disais, je ne pleure pas, mais j'étais touchée, mais elle avait les larmes qui coulaient. Et je l'ai remerciée de sa qualité d'écoute. J'ai dit, vous savez, on m'a rarement écouté avec la qualité que vous venez de m'écouter. Je dis, ça, c'est précieux parce qu'on qualifie beaucoup la parole, etc., mais l'écoute. Donc, merci pour votre sourire, merci pour votre petite blague. Voilà, ça fait tellement de bien. En t'écoutant, je me rends compte que cette expérience d'Alzheimer, c'est une expérience qui réduit les possibilités de relation, mais en même temps appelle de la relation en permanence. Et il y a une espèce de contradiction dans cette situation où la relation
ne peut plus être telle qu'elle a été à l'âge de l'adulte et de la rationalité, mais peut redevenir celle qu'elle aurait aimé être à l'âge de la petite enfance. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ça peut être ça, et ça peut être aussi juste une rencontre de semblable à semblable, en fait. Ouais. Ouais. Au-delà même de ça. Mais oui, oui. Mais c'est pas si simple. Je sais, quand on est proche aidant, moi je voyais une femme qui attendait, qui accompagnait sa mère, mais qui avait jamais eu la reconnaissance de sa mère. Puis elle cherchait encore la reconnaissance de sa mère, qui lui donnait toujours pas d'ailleurs. Et qu'à un moment donné, ben ça, c'est être mendiant de l'amour, quoi. Et à un moment donné, il faut aller travailler ça, guérir ça, puis après être capable d'offrir cet amour inconditionnel à l'autre quand c'est possible. Après, si on n'est pas capable, on n'est pas capable, mais on fait ce qu'on peut. Mais ouais. Et comment tu vois les accès un peu colériques, parfois violents, qu'on reconnaît chez les personnes qui vivent cette expérience d'Alzheimer? Parce que c'est quand même une des grosses questions des personnes qui ont chez eux des personnes atteintes de cette pathologie. Alors, c'est vrai que moi, je ne sais pas, en fait, ça me fait me poser la question si en EHPAD, il les médicamente pas un peu pour baisser ce taux d'agressivité. Donc, j'en ai pas tant rencontré, mais à chaque fois que j'en rencontre, je valide. Je valide toute résistance. C'était Marshall Rosenberg qui disait derrière chaque comportement, même aussi inapproprié qu'il soit, il y a un besoin légitime. Et Marshall Rosenberg, c'est un des fondateurs de la communication non violente. Hein. Et Thierry Tournevis, qui a créé, lui, la myostésie, une autre approche de psychothérapie avec beaucoup de tendresse et de délicatesse, il dit « Tout symptôme est pertinent ». Donc, je me dis, une colère, etc. Ok, bien sûr, il faut que je me protège et tout ça, mais d'y aller dire « Ouais, j'entends votre colère. Donc, ouais, je comprends, vous n'avez pas envie qu'on vous embête avec le soin de toilette parce que vous auriez envie qu'on vous laisse, qu'on vous foute la paix, éventuellement. Ça peut être ça, mais je vous comprends. Moi aussi, des fois, j'ai envie qu'on me foute la paix. Mais est-ce qu'on pourrait trouver un moyen, éventuellement, pour faire en sorte que ça soit agréable? Est-ce qu'on pourrait essayer, par exemple, hein, si je mets une belle musique, attendez, je vais vous faire écouter une musique, vous allez me dire si vous l'aimez. On va en chercher une qui vous plaît. Et là, on est parti. J'ai détourné l'attention. Mais détourné avant, mais j'ai accueilli avant. Et puis après, je vais essayer de faire en sorte. Tu ne fais pas diversion. C'est pas une diversion. Non, je ne fais pas diversion, non. Parce que ça serait très violent, ça. Oui. Non, j'utilise ou je la transforme, mais je la valide tout le temps, soit verbalement ou non verbalement, mais oui, absolument. Quand tu parles de pertinence de la réaction, c'est effectivement, elle est justifiée, c'est-à-dire que le vécu intérieur de la personne justifie toujours la réaction qu'il montre au monde, en fait. Hein. Ouais. Il a une bonne raison d'être en colère, il a une bonne raison d'être méfiant, il a une bonne raison de ne pas vouloir quelque chose. C'est pas un caprice. Oui, et quand on arrive à nommer le besoin derrière, le besoin légitime, c'est très apaisant. Ouais, là, vous aurez juste envie qu'on vous qu'on vous foute la paix, ou juste besoin d'être autonome. Et là, oui, mais c'est ça. Et du coup, il y a quelque chose qui se dépose. Est-ce que tu veux bien, Fleur-Lise, maintenant nous parler de ce que tu proposes en formation? Comment ça se passe? C'est sur combien de temps? C'est combien de modules? Combien de personnes participent à la formation? Comment ça s'organise, ça, pour que les gens qui sont intéressés puissent éventuellement te contacter pour bénéficier de ce que tu offres? D'accord. Alors, là, en ce moment, je suis à nouveau dans une période d'écriture. Donc, en ce moment, je n'ai pas programmé une nouvelle formation, mais comment ça se passe? C'est quelqu'un qui est intéressé, qui a un réseau, qui me dit, moi, j'aimerais te faire venir dans notre région et j'aimerais proposer une formation. Dans l'idéal, la base, c'est soit 2 fois 3 jours ou soit une fois 4 jours. Voilà, mais c'est quand même de 4 à 6 jours de formation de base. Après, bien sûr, on peut aller beaucoup plus loin, mais pour asseoir les bases. Et c'est des formations vraiment expérientielles. En même temps, en fait, j'alterne avec la mise en conscience et la mise en pratique. Mise en conscience, mise en pratique. Et surtout, et c'est ça qui fait que ça rentre et que ça s'intègre, en fait. On voit, par exemple, un concept, si on dit, mais l'importance de regarder la personne dans les yeux 3 secondes en silence, ben on explique, on voit, on parle de ça, on le met en pratique de différentes façons, on revient et du coup, on intègre. Puis après, après, les compétences vont se superposer. Il y en a des fois qu'on va isoler, mais après, on met tout en même temps sur
comment moduler sa voix, comment des exercices, des rituels pour le contact et le toucher, où on apprend à toucher d'une certaine façon, et surtout à développer son écoute, son feedback en fait, pour dire là je viens, je vais dire là tu vois par exemple là, tout son corps dit non, ou elle fait ça. Est-ce que tu avais vu ça? Donc pour développer ses compétences de captation, puis d'oser, créativité, voilà. Donc c'est très très vivant. Et les pratiques que tu proposes sont faites avec les différents stagiaires, ou bien vous êtes par exemple dans un EHPAD, ou vous êtes dans un lieu où il y a des personnes qui vivent l'expérience Alzheimer? Alors, j'ai fait des expériences en EHPAD, des formations en EHPAD, en établissement ou en Suisse, tout ça. Maintenant, moi, je privilégie vraiment des formations privées où les gens s'offrent leur formation, sont vraiment motivés. Et là, on fait des mises en situation, mais très réelles. Hein, c'est-à-dire qu'une personne, moi, mes mises en situation se font beaucoup par 3. Il y a une personne qui va rentrer dans le rôle d'une personne vulnérable, on va dire quelqu'un qui n'a pas accès à la parole, quelqu'un qui a une chaise roulante ou qui déambule, etc., qui a tel type de comportement. Là, il y a la personne qui va rentrer dans le rôle de l'accompagnant, puis après, il y a le témoin. Donc, ils vont vivre leur première expérience. Ensuite, il y a tout le débriefing de chacun. C'est très riche. Et puis, on tourne comme ça pour jouer dans tous les rôles. Puis après, on fait du débriefing en grand groupe. Des fois, j'utilise la caméra pour filmer. Et après, on regarde tout ça en même temps. Voilà. Donc, puis on alterne dans les compétences verbales, non verbales. Et puis mettre de la conscience aussi. Hein. Donc, ça, je suis très précise sur regarder ce qui s'est passé là. Là, on y revient. C'est très précis. Et c'est émouvant. Ce qui se passe en soi aussi, parce que là, forcément, ça vient nous visiter totalement, là. Absolument. Parce qu'une personne qui n'est pas à l'aise, moi, il y avait une femme médecin qui est arrivée à ma formation. Quand je l'ai vue, je me suis demandé comment elle avait réussi à s'inscrire. Parce que j'ai vu qu'elle avait peur du contact, et pourtant, c'est bien décrit qu'on voit le contact. Et je me suis dit, oh là là, ça m'a l'air bien, bien bloqué. Je ne sais pas si je vais arriver en 3 jours, les 3 premiers jours. Et puis, ça n'a pas été simple pour elle, mais à un moment donné, les cuirasses ont tombé, elle est fondue en larmes et tout ça. Puis elle a dit, mais oui, je n'ai jamais été regardée comme ça, je n'ai jamais regardé comme ça, je n'ai jamais osé toucher comme ça. Et donc, waouh! D'ailleurs, elle m'avait dit, quand je demandais pourquoi vous étiez là, elle m'a dit, je viens pour apprendre à être un peu plus humaine, sinon, en tant que médecin, je vais mourir. Ouais. Bah oui, j'imagine bien, oui. Donc, de récupérer son humanité, ouais. Est-ce que des gens qui ne sont pas à l'aise avec le chant peuvent participer à tes formations? Parce que bon, toi, tu utilises beaucoup la musique et le chant. Merci de poser la question, parce que le chant, c'est seulement 1/10 de la pleine présence relationnelle. Ça, c'est 1/10. On peut tout à fait accompagner sans chanter. Par contre, je fais expérimenter à tout le monde ce que c'est, par exemple, d'oser improviser un chant du prénom. Je donne des clés, on démontre, on le fait. Comment c'est simple, juste murmurer la bouche fermée, une petite berceuse en massant les mains avec le talc. Voilà, des choses comme ça. Donc, ça, on l'expérimente. Après, si la personne n'est pas à l'aise avec, elle n'est pas obligée de l'utiliser, mais c'est souvent surprenant. Les gens qui ont très, très peur de ça disent, mais finalement, waouh, il n'y a pas besoin de savoir chanter, besoin juste de connecter sa voix à son cœur, et comme si on prenait un enfant dans ses bras, puis on murmure une berceuse, en fait. Ok. Donc, les formations s'adressent à des personnes qui sont dans la relation d'aide, ou bien à des personnes qui sont concernées personnellement? C'est comment pour toi? Il y a de tout qui viennent. Il y a des soignants, il y a des proches aidants, c'est leurs parents, d'autres c'est des tantes, des cousins. Après, j'ai des bénévoles d'accompagnement fin de vie qui viennent, j'ai des psychologues, j'ai des formateurs qui forment des gens à accompagner les personnes vulnérables, des fois qui vont venir parce que j'ai une approche différente et qui viennent se nourrir aussi. C'est toute personne qui s'intéresse au lien, à l'humain. Okay. Mais c'est sûr que les mises en situation, là, vont être plus axées sur des personnes vraiment vulnérables. Je ne vais pas faire une mise en situation avec un adolescent, que l'adolescent qui veut. Voilà, si jamais on me demandait, mais ma spécialité, c'est quand même auprès des personnes Alzheimer ou en fin de vie. Mais après, quelqu'un peut reprendre et développer autre chose. Hein. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé sur ce sujet et que tu aimerais nous dire, nous redire, sur quoi tu aurais envie d'insister? Bon, j'aurais envie juste peut-être de rappeler que d'accompagner des personnes vulnérables, c'est un cadeau. C'est un cadeau si on se met au bon endroit, si on
se met à l'endroit d'apprendre à aimer encore plus, encore mieux, à laisser couler cette source en nous. Et à voir, chercher la beauté en l'autre, chercher la beauté dans le lien, et à s'émerveiller, d'être dans cette réjouissance profonde. C'est vraiment ça qui se passe quand je vais voir quelqu'un, je me mets dans ça, mais une réjouissance de je viens à ta rencontre. Peu importe ce qui va se passer, je viens le cœur ouvert et je vais chercher à te rejoindre là où tu es, je vais faire de mon mieux. Et donc, je pense que on a vraiment beaucoup de tendresse et c'est des occasions de pouvoir la donner avec une voix chaude, avec un contact doux, avec un chant doux et plein de délicatesse. Ok. Voilà. Super. Donc, je rappelle ton livre, là qu'on peut trouver. Hein, donc, c'est aux éditions Le Souffle d'Or. Souffle d'Or. Oui. Et puis, du coup, grande maison d'édition. Que je salue au passage. Et peut-être une info que je peux donner aussi, c'est que ce que j'ai de prévu pour l'instant, c'est début mai, vous pouvez aller sur mon site fleurlisemonastès.com. J'ai créé une retraite qui s'appelle Oasis Douceur. Et là, ça va être sur 5 jours. Et c'est de comment se donner déjà à soi cette propre douceur, comment apprendre à être doux avec soi-même et pas être dur. Et la véritable douceur, hein, c'est pas la soumission, la perte de soi, mais la douceur où j'écoute ce qui est important pour moi, si j'ai besoin de mettre des limites, d'aller là où c'est bon, et puis se faire un bain de douceur dans plein de dimensions, le contact, le toucher, la voix, et s'en nourrir, parce que pour moi, c'est l'énergie de la guérison, c'est la douceur. Ben, merci de cette note toute douce pour finir notre émission de ce soir. Et ben, merci. Donc, j'ai mis pas mal de choses en description de cette vidéo pour te retrouver avec notamment toute ta bibliographie, ton antenne YouTube. Et puis, je crois qu'on peut écouter tes chansons. Dans la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, tu chantes. Et donc, tu as des disques ou des podcasts. Comment ça se passe pour retrouver tes chansons? Alors, les musiques, pour l'instant, il y en a qu'un qui est encore disponible. C'est mon album que j'ai fait, la vibration de l'amour, qui sont des mantras en français, des chants méditatifs, essentiellement en français, et qui est achetable en MP3 sur mon site internet. Et j'anime aussi des cercles de chants de mantras aussi à ma façon, voilà aussi. Bon, très bien. Bon, ben, il y a de quoi te rencontrer justement avec plein de vecteurs. Merci beaucoup, Fleurlise. Merci à toutes les personnes qui ont été là au cours de cette soirée. Et il y a de quoi faire mûrir une autre manière de regarder les personnes qui vivent l'expérience d'Alzheimer. Je crois on a beaucoup parlé d'amour, on a beaucoup parlé de présence, beaucoup parlé de rencontres. Et je crois que là, on a quelques clés essentielles pour vivre cette expérience, que ce soit du côté de celui qui l'expérimente lui-même ou pour celui qui accompagne. Oui, je recommande vraiment le livre parce qu'il est vraiment très complet. Et peut-être juste rajouter aussi que je fais aussi de l'accompagnement en visio, en distance aussi des fois pour accompagner les personnes à mieux accompagner leurs proches. Aussi. Ah bah, très bien. Là, en consultation individuelle ou tu fais ça en groupe? Individuelle. Voilà, souvent, en ce moment, si la personne habite près, on peut se voir, mais sinon, je le fais aussi avec des personnes en visio. Voilà. Super. Bien. Mais merci, Fleurlise. Merci, les amis, d'avoir été là. Oui, on a tenu bon malgré les problèmes techniques. Merci d'avoir amené ce sujet. Merci beaucoup de me laisser la parole. Merci et de ce magnifique échange.